Nouveau leader au championnat du monde des pilotes en F1, Oscar Piastri se place en tant que favori pour cette saison 2025. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Lights Out en compagnie de Baptiste. Salut Baptiste. Salut Raphaël. Et évidemment en compagnie de Quentin. Comment ça va Quentin? Merci messieurs, ça va très bien. Comment ça va pour vous? Petite voix pour Quentin visiblement. Moi c'est la forme mais petite voix pour Quentin qui fêtait son Week-end anniversaire agité. hier. Ouais voilà, encore une fois, bon anniversaire à Quentin. Mais Merci. on va revenir sur la course dont on a tous profité hier en Arabie Saoudite. Petit rappel du classement de cette course avec en tête Oscar Piastri qui remporte la course après être parti de la seconde place. Vient Max Verstappen et Charles Leclerc qui viennent compléter le podium. Premier podium de l'année pour Ferrari et Charles Leclerc. Lando Norris en 4e position suivi de George Russell. Kimi Antonelli, la deuxième Mercedes qui suit. Lewis Hamilton en 7e position. Carlos Sainz et Alex Albon, les deux Williams en 8 et 9e position. Et pour compléter le top 10, le français Isaac Hadjar. Pour nos autres Français, c'est un petit peu plus compliqué. Esteban Ocon en 14e position et l'abandon de Pierre Gasly dès le premier tour de course. On va revenir sur tout ça dans les prochaines minutes. Mais on va commencer avec la bataille entre Piastri et Verstappen qui a démarré dès le premier virage. Baptiste, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Ouais, on a vu un départ assez musclé entre Oscar Piastri et Max Verstappen. Oscar Piastri qui a eu un meilleur envol que Max Verstappen à l'extinction des feux. Verstappen qui a connu un petit peu de patinage. Ils arrivent au coude à coude quasiment sur la même ligne au virage 1. Et Oscar Piastri profite de toute la largeur de la piste. Et le souci, c'est que Max Verstappen sort de la piste et coupe le premier et le deuxième virage pour sortir en tête. Sauf qu'il n'est pas resté dans les limites de la piste. Et ça a créé un gros imbroglio en début de course, puisque Oscar Piastri a demandé à ce que Max lui rende la place. Chose que Verstappen n'entendait pas de la même oreille. Verstappen qui a expliqué à son ingénieur Giampiero Lambiadze que il n'avait aucune intention, Oscar Piastri, de faire le virage correctement. Il a donc passé les premiers tours de course premier, mais la direction de course a décidé de sanctionner Max Verstappen de 5 secondes de pénalité pour avoir quitté la piste et gagné un avantage. Et justement, Quentin, moi je veux t'entendre sur ça parce que je sais qu'on en discute souvent quand il y a des situations similaires à ça. Est-ce que le pilote doit rendre la position? Est-ce qu'il préfère prendre le risque de prendre une pénalité? Toi, c'est quoi ton regard sur ça? Comment tu l'as vécu justement en direct? Qu'est-ce que tu t'es dit? Parce qu'il y a eu le safety car tout de suite à cause de l'accident de Pierre Gasly. C'était peut-être justement l'occasion pour Max de rendre la position sans en perdre trop. Qu'est-ce que tu en penses? Tout d'abord, ce que j'en pense, c'est que Max Verstappen, pour la première fois depuis longtemps, fait face à un pilote qui pilote comme lui. C'est-à-dire que le même style, arrivé à un gros dive bomb dans ce premier virage, le forcer à passer à l'extérieur pour couper, c'est une manœuvre qu'il a l'habitude de pratiquer. Donc on l'a vu la faire assez souvent dans les dernières années. Donc premièrement, oui, je pense que ça a dû le surprendre et surtout le faire un peu enrager d'être victime de sa mode d'attaque préférée. Maintenant, je pense qu'effectivement, on aurait pu tenter de rendre la place directement. Ça rappelle bien entendu aussi sa bataille avec Lewis Hamilton au Grand Prix de Bahreïn 2021, si je ne m'abuse, où par prévention, Red Bull avait préféré rendre la position plutôt que de rester sur un déplacement illicite et risquer de perdre la victoire à cause de ça, de la donner sur tapis vert à Hamilton. Donc, je pense qu'effectivement, on aurait pu tenter. Je comprends pourquoi ils ont voulu le laisser en piste, mais on aurait pu tenter de rendre la position. Après, l'enquête et la pénalité sont tombées sous safety car, ce qui est une mauvaise chose et qui n'a pas aidé à la décision. Maintenant, on aurait peut-être pu anticiper un peu plus du côté de l'écurie autrichienne. Alors, là, je me permets de réagir à ce que tu viens de dire, Quentin. La pénalité est tombée après la safety car. Et Oui, juste après. Au moment de la relance, ouais. Et il aurait très bien pu, Max Verstappen, pendant le déploiement de la voiture de sécurité, laisser un espace à Oscar Piastri pour qu'il le dépasse et qu'il reparte à la fin de la voiture de sécurité en tête. Parce que, Alors, après avoir aussi en termes de procédure, mais on peut pas dépasser un pilote non plus sous safety car, peu importe le motif. Oui, mais Donc à voir comment ce serait passé d'un côté procéduriel. Est-ce que Red Bull aurait pu contacter la direction de course en disant bah ok, par prévention, on préfère laisser passer ou quoi? Ça, alors que je maîtrise un peu moins. en tout cas, peut-être que s'il l'avait laissé passer sous la voiture de sécurité, il aurait peut-être pas reçu ces 5 secondes de pénalité par la suite. ouais, Ah, je suis probablement. plutôt de cet avis-là, sachant que la safety car intervient au milieu du tour 1. Évidemment que Max n'allait pas la rendre tout de suite parce qu'il faut jouer le jeu un petit peu, mais une fois que la safety car tombe, il me semble que tu as quand même la possibilité de t'écarter. Je ne sais plus comment c'est noté exactement dans le règlement, mais je ne suis pas sûr que qu'il y aurait eu sanction auprès de Red Bull s'il avait laissé passer Piastri justement par rapport à ce qui s'était passé dès le virage 1. Oui, et puis d'autant plus que Max Verstappen, en restant derrière Oscar Piastri au restart, aurait très bien pu le surprendre justement au moment du drapeau vert et prendre l'aspiration sur Oscar Piastri et le dépasser au premier virage pour ensuite prendre la tête et continuer la course
en tête certes, mais sans les 5 secondes de pénalité qu'il a reçues. Ouais, c'est ça, parce que quand on regarde le résultat final, évidemment, il arrive à moins de 4 secondes d'Oscar Piastri, donc on se dit que forcément, sans cette pénalité. Ah bah c'est clairement ce qui lui fait perdre la course. Voilà, mais après, évidemment, la course aurait été gérée de manière différente pour les deux pilotes s'il n'y avait pas eu ces 5 secondes. Mais oui, comme tu l'as dit, au restart, en fait, il y avait un coup à jouer pour Max Verstappen, qui est habitué à ce genre de situation, qui a été mêlé à des batailles dès 2021 avec Lewis Hamilton aux avant-postes dans des situations très similaires. Moi, là où je voulais revenir, c'est que c'est sur la pénalité plus en elle-même, puisqu'on a vu une situation similaire l'année dernière au Mexique avec Lando Norris cette fois, où c'était Max Verstappen qui était cette fois à l'intérieur, qui emmène Lando Norris à l'extérieur, et c'est Max Verstappen qui avait reçu cette pénalité de 10 secondes, si je ne m'abuse. Là, c'est entre guillemets Piastri qui se retrouve dans la situation de Max Verstappen il y a quelques mois, et pourtant, c'est quand même Max Verstappen qui récupère cette pénalité. Est-ce que vous comprenez ça, Quentin? Bah, en soi, personnellement, oui. La pénalité, je la comprends. Mais sur les manœuvres similaires, exception faite du Mexique l'an passé avec Norris, presque on a appelé jurisprudence en fait, qui, sur ce genre de manœuvre, effectivement, Max Verstappen à l'extérieur, on voit qu'il cherche même pas à tourner le volant sur la gauche en soi, malgré le petit screenshot de Christian Horner pour les interviews, avec son grand papier. Je veux dire, il a tenté le coup agressif, il fallait le faire, c'était une décision prise, pareil, en quelques microsecondes, on lui en jette pas la pierre. Maintenant, bah, c'est aussi l'écurie qui a probablement manqué un peu de clairvoyance pour le dire, bah, ok Max, désolé, mais ça marche pas comme ça. D'autant plus que, comme on l'a rappelé tout à l'heure, il sait ce que c'est que ce style de manœuvre. Donc ils ont juste dû dire, Max, rends la position, pas de problème, keep your head down, et va le chercher au restart. Moi, je suis de l'avis de Quentin, ça ne me choque absolument pas que ce soit Verstappen et pas Oscar Piastri qui ait pris les 5 secondes de pénalité, pour la simple et bonne raison que si on regarde bien les différents angles de caméra, au premier virage, c'est Piastri qui tient le point de corde, qui est devant Verstappen, et donc c'est priorité à Piastri pour négocier le virage. Et puis voilà, effectivement, comme le dit Quentin, Verstappen, on l'a vu de nombreuses fois faire cette manœuvre, sans qu'il soit pénalisé pour autant. Bon, bah, cette fois, ça tombe de l'autre côté de la pièce pour lui, c'est lui qui en est victime de cette situation. Ben voilà, c'est des choses qui arrivent et honnêtement, moi, cette pénalité pour moi est entièrement justifiée. Il a préféré ironiser à la radio en prenant son Simply Lovely de manière un petit peu plus vulgaire et virulente. Autre pilote McLaren qui s'est distingué dans cette course, c'est Lando Norris, parti de la 10e position qui termine 4e dans ce Grand Prix. Belle remontée de la part de Lando Norris. Gros départ, plusieurs positions récupérées assez rapidement et puis après il remonte petit à petit durant l'entièreté de la course. En stratégie décalée, il faut le noter, il est l'un des rares pilotes à commencer la course en pneu hard. Il me semble qu'il y a juste Isaac Hadjar et Lance Stroll qui démarrent en pneu hard également. Stratégie décalée qui s'est avérée payante du coup, et il aurait même pu accrocher le podium en fin de course. Quentin, toi qui as comme nous suivi la course de Lando Norris, est-ce qu'on parle de bonne performance du coup de la part de Lando parce qu'il remonte en 4e position, ou est-ce que tu es un peu déçu pour lui et qu'il n'aille pas chercher plus? Alors, déjà, pour Lando, le cas, c'est que si on parle d'une remontada pour la course par rapport à son week-end, qui avait très mal commencé, sans compter son crash en qualif qu'il fait partir en 10e place. On sait que la McLaren en avait sous le pied, preuve avec son coéquipier. Maintenant, effectivement, belle prestation en course, gros rythme sur les hards. Il a su gérer ça comme il le fallait, pas de souci. Tantôt agressif, tantôt en train de manager ses pneus et son effort. Franchement, bonne course de Lando Norris, qui s'apparente plus à ce que j'appelle sauver les meubles. Mais à part ça, oui, sur n'importe quelle autre condition, hors crash, etc. Bon Grand Prix de sa part. Baptiste, je sais que tu as aussi un regard un peu plus mitigé parce qu'il s'est battu pendant plusieurs tours avec notamment Lewis Hamilton. T'as pensé quoi de la course du coup du Britannique? Ouais, alors déjà, moi je trouve que c'était une bonne idée de partir sur une stratégie décalée, effectivement, afin de remonter. Surtout que voilà, on sait que Jeddah, c'est pas forcément un circuit aisé pour dépasser avec les nombreux virages qui composent ce circuit. Moi j'ai trouvé ça dommage quand même que Lando Norris bute sur Lewis Hamilton. Ils nous ont livré une belle bataille les deux entre les tours 12 et les tours 14 pour la 6e place. C'est là où on voit notamment la différence entre Max Verstappen qui est quadruple champion du monde et qui a des réflexes extraordinaires et qui est le champion qu'on connaît tous, et Lando Norris qui a certes plusieurs années d'expérience en Formule 1 mais qui est encore coupable de certaines petites erreurs et de grosses erreurs aussi, comme on l'a vu en qualif samedi. Mais Lando Norris qui a passé 3 tours à buter sur Lewis Hamilton, notamment au jeu du DRS, entre le virage 26 et le virage 27 il y avait une première zone DRS puis une autre zone DRS entre le virage 27 et le premier virage, et Lando Norris sur les 2 premiers tours a dépassé
Lewis Hamilton dans le virage 27 et s'est fait reprendre dans la foulée par le septuple champion du monde avant le virage 1. C'est ce qui a fait perdre du temps à Lando Norris et c'est peut-être ce qui a coûté le podium aux Britanniques puisqu'il finit à même pas 1 seconde et demie de Charles Leclerc. Et on se dit que sans ce temps perdu derrière Lewis Hamilton entre les tours 12 et les tours 14, peut-être que Lando Norris aurait pu attaquer Charles Leclerc dans le dernier tour et arracher le podium pour McLaren. Ouais, on en parlait en préparant l'émission justement. Là où on voit un Lando Norris mettre plusieurs tours à pouvoir dépasser dans ce genre de situation, on a déjà vu par le passé un Max Verstappen tout de suite identifier la faille et s'essayer une fois, comprendre ce qui ne va pas et ajuster tout de suite dans le tour suivant. Là où Lando Norris, comme tu l'as dit, a buté plusieurs tours sur un Lewis Hamilton qui faisait ce qu'il pouvait avec une Ferrari qui va mieux, mais qui n'est pas non plus au niveau des performances d'une McLaren ou d'une Mercedes. Et puis il connaissait parfaitement les zones de détection du DRS. Il savait que la zone de détection entre le virage 27 et le virage 1 était juste après le virage 27. Donc il fallait qu'il reste sagement derrière Lewis Hamilton pour ensuite le dépasser. Mais Lando Norris a fait preuve de précipitation et a préféré doubler son compatriote avant le virage 27. Et donc c'est pour ça qu'il a perdu autant de temps au tour 12 et 13 et qu'il a finalement pu le dépasser pour de bon au tour 14. Précision, ouais, j'aurais plutôt parlé de naïveté, personnellement, au lieu de précipitation. On connaît le tracé, on connaît les zones DRS depuis quelques années. On a vu des bonnes batailles et des problématiques sur cette double zone. Franchement, oui, commencer à attaquer directement doublé avant la dite zone DRS. D'ailleurs, qu'on aurait vu revenir sur 2021 entre un Lewis Hamilton et un Max Verstappen, qui était clairement le point clé de leur bataille, cette zone DRS, et d'arriver de tenter directement en sachant pertinemment qu'on va se refaire dépasser derrière. Oui, bon, c'était un petit move de précipitation, peut-être un peu de naïveté aussi, ou en comptant peut-être trop sur les performances de sa McLaren, qui est resté quand même en pneu hard, et sur un week-end qui n'était pas folichon pour le pilote anglais. Ouais, mais c'est là où justement je trouve que Lando Norris ne se sert pas encore de l'expérience qu'il a. Je veux dire, ça fait plusieurs années qu'il est en F1 et pourtant il fait des erreurs qu'on pourrait s'attendre à voir d'un Oscar Piastri qui est là depuis un peu moins longtemps. Baptiste, je sais pas ce que toi t'en penses, mais vraiment, je trouve que c'est répétitif ce type d'erreur, on va dire, de la part de Lando Norris. Là où d'autres pilotes justement ont cette capacité, je pense à Charles Leclerc aussi, à repérer tout de suite comment adapter son approche d'un dépassement pour arriver à ses fins. C'est fortement préjudiciable, d'autant plus quand on est un pilote qui joue le titre cette saison. On le sait, pour être champion du monde, il faut tout aligner parfaitement, que ce soit le samedi en qualif, le dimanche en course. Au niveau de la stratégie, de la gestion des pneus, il faut que tout soit parfait. La moindre erreur peut coûter cher. Et effectivement, comme tu le dis, Raphaël, Lando Norris, malheureusement, il enchaîne les petites erreurs depuis le début de la saison. Alors il y a une première erreur sans grave conséquence, heureusement pour lui, c'est sa sortie de piste lors du Grand Prix d'Australie où il est allé dans l'herbe et dans le bac à gravier. Heureusement, il a pu revenir sur la piste et finalement remporter la victoire. Mais il y a eu d'autres erreurs malheureusement pour Lando Norris. Il y a eu tout d'abord les qualifs à Bahreïn. Alors il avait pu remonter pour récupérer la troisième place sur le podium, mais c'était quand même 10 points de perdu comparé à son coéquipier. Et là pareil, une grosse erreur pour le coup en qualification avec ce crash en début de Q3. Et donc ces petites erreurs dont on a évoqué lors de son affrontement avec Lewis Hamilton qui lui a fait perdre de précieuses secondes et sans doute ce qui lui a coûté finalement la troisième place du podium. Voilà, malheureusement, Lando Norris, il accumule les petites erreurs et ça n'aide pas en sa faveur, surtout avec un coéquipier aussi féroce et qui optimise les performances, comme c'est le cas d'Oscar Piastri, surtout avec un Max Verstappen mort de faim et qui tire, c'est pas 200, c'est pas 300, c'est 500% du potentiel de sa Red Bull. Et je me souviens même l'année dernière, par exemple, rappelez-vous, messieurs, lors du Grand Prix de Singapour 2024, Lando Norris était très largement en tête du Grand Prix. Il avait plus de 20 secondes d'avance sur son dauphin. Et à 2 reprises, il avait failli se sortir, se mettre dans le mur, alors qu'il était tout seul, il était sur une autre planète, personne ne discutait avec lui. Et malgré tout, voilà. Il s'était fait peur, vraiment. Ouais. Comme quoi, même dans les situations les plus confortables, finalement, Lando Norris arrive à se mettre en difficulté ou en danger. C'est la preuve que peut-être Lando Norris n'est pas encore conditionné pour être champion du monde. Là où on a vu un Lando Norris abattu dès les qualifications, justement après son accident. On l'a vu en interview d'après-qualif, la tête baissée, le regard fuyant, presque en voulant se cacher au micro des journalistes. Et il avait pris un sacré coup sur la carafe, en effet. Et c'est assez surprenant quand, encore une fois, on est dans la meilleure voiture. Il me semble qu'il avait fait une déclaration visant Lewis Hamilton en expliquant que c'était assez facile de remporter le championnat du monde dans la meilleure voiture quand on n'a que 1 ou 2 pilotes à affronter. Il se retrouve dans cette situation aujourd'hui et pourtant il bute et mentalement on voit pas un Lando Norris solide. Quentin, je sais pas ce que tu en penses, mais moi ça me surprend assez. Surprend oui et non, mais
Lando Norris, c'est pas comme ça qu'il devrait réagir. Bah, surtout, ce que j'en pense, c'est que ça fait quand même 2 week-ends de suite pour ce triple header, hein, qu'on dit les mêmes commentaires, tête baissée, regard fuyant, phrases très courtes, on échappe aux interviews. Clairement, c'est pas du tout un bon schéma. Et même quand la course se passe bien, après un début de week-end un peu compliqué, bah, désolé, oui, il y a toujours un point sur lequel ça pêche. Alors, il vaut toujours mieux vaut tard que jamais, comme on dit, hein, pour apprendre. Maintenant, ouais, effectivement, c'est des petites erreurs comme ça, débutant. Le mental qui continue de s'affaisser. Va falloir commencer à trouver des clés, hein, chez Lando Norris pour reprendre l'avantage sur son équipier relativement récent maintenant chez McLaren. Surtout quand tu vois que de l'autre côté du garage, ça performe très fort. Déjà 3 victoires cette saison de l'autre côté du garage, comme je dis. Et puis, Piastri, il a cette sorte d'imperméabilité à la pression. Ouais. Il est impressionnant. C'est Quoi. ça, c'est que ça vanne beaucoup, entre guillemets, sur les réseaux où même s'il fait une mauvaise course ou podium, il est froid, il gagne la course, il est froid. Enfin, moi, j'aime beaucoup déjà la personnalité de truc. C'est pas sans rappeler évidemment Kimi Raikkonen il y a quelques années. Mais en fait, ça fait du bien, je trouve ça frais d'avoir un pilote comme ça. Comme on disait que c'était frais aussi d'avoir un Max Verstappen qui venait bousculer la hiérarchie il y a quelques années. Maintenant, Lando Norris, au-delà du pilote, là, c'est peut-être l'homme qui est plus touché. Donc ça va être à lui de trouver les clés pour rebondir, en espérant que ça arrive rapidement, parce que là, on en parle en étant un petit peu peut-être dur avec lui, mais encore une fois, on attend beaucoup des pilotes, surtout quand ils jouent un championnat du monde. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile pour eux. Je me permets de rebondir sur ce que tu viens de dire, Raphaël. Effectivement, c'est l'homme qui est touché très clairement. On l'a vu en zone mixte après les qualifs et après la course. Maintenant, je me demande dans quelle mesure est-ce que les nombreuses critiques des fans sur les réseaux sociaux n'ont pas impacté le mental de Lando Norris. Et je pense pas non plus que uniquement aux critiques sur les réseaux sociaux, mais également à la dernière saison de Drive to Survive, la série Netflix sur la Formule 1, qui, rappelez-vous, dresse un portrait de Lando Norris quand même très chétif, d'un enfant presque à côté du monstre Max Verstappen. Ouais, mais alors là, c'est quand même au pilote de justement rester en dehors de toute la considération qu'il y a à l'extérieur. Normalement, ils sont préparés à ça. Je suis d'accord, mais je me demande si dans une certaine mesure ça ne l'a pas affecté et C'est possible. ça n'a pas influé sur son mental et donc indirectement sur ses performances. Mais évidemment que ça l'impacte aussi. On parle des réseaux sociaux, mais on va dire il suffit entre guillemets de couper son téléphone pour pas voir ça. Il faut aussi penser que c'est en dehors des réseaux sociaux, c'est-à-dire que dès qu'on allume son téléphone, c'est de la critique négative. En croisant des fans, c'est j'espère que tu vas reperformer. En croisant des gens moins fans, c'est bah, qu'est-ce qui explique ces mauvaises performances? C'est un cercle vicieux en fait, où toute sa vie est conditionnée par ces critiques négatives. Le reportage Netflix, effectivement, la dernière saison de DTS a pas dû aider, mais effectivement, après, ils cherchent l'audimat, ils savent ce qui fonctionne auprès des fans pour vendre le plus leur série. Donc là, ils ont dressé un portrait de l'un des Norris gamin qui correspond à l'image que les gens s'en font. Et bah évidemment, ça commence à taper sur le mental de l'homme. Ouais. Donc Ouais, après, voilà. il va falloir trouver des clés, un peu comme Romain Grosjean à l'époque, essayer de travailler en psychologie, etc., pour trouver les éléments à débloquer et reformer à nouveau. On va retrouver les clés pour rebondir. On va refermer ce chapitre sur Lando Norris. On va partir sur un autre pilote qui, de manière un petit peu plus positive, lui, a trouvé du rythme pendant cette course et monté sur le podium. Charles Leclerc, que je vous propose d'écouter en interview d'après-course. Oui, enfin, je suis content de la perfo aujourd'hui. Vraiment, ça a été une course extrêmement bonne de tout point de vue. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est juste la performance générale. Malheureusement, on n'a pas encore la perfo des McLaren, des Red Bull, des Mercedes, surtout en qualif. Aujourd'hui, en course, on est bien. Je pense que notre point positif en course, c'est la dégradation des pneus, ce qui compense un petit peu le fait que la performance de la voiture soit pas exactement là où j'aimerais qu'elle soit. Mais bon, voilà, une fois qu'on sera plus proche en qualif, je pense qu'on peut faire de très bonnes courses. Une performance un petit peu meilleure pour la Ferrari, une dégradation des pneus qui convient aux pilotes, hein, là où ça a été un gros point noir il y a quelques années. Baptiste, qu'est-ce que tu penses de ça? Quelle est ta réaction après la course de Charles Leclerc? Déjà, je suis très content pour Charles et pour Ferrari qui décroche enfin son premier podium cette saison. On l'attendait quand même, hein. On est déjà à la 5e course de la saison. Il était temps que Ferrari monte enfin sur la boîte. Et effectivement, très belle course, déjà très belle qualif de Charles qui part quand même 4e. C'est pas rien. Alors, il a profité évidemment des déboires de Lando Norris, mais il partait 4e, donc en bonne position. Et justement, c'est très intéressant d'entendre Charles parler de la dégradation des pneus parce qu'effectivement, lui, il a optimisé cette dégradation des pneus. Quand on voit que tous les pilotes partis en médium se sont arrêtés à peu près entre le 19e, 20e et 21e tour, et bien lui, il a poussé sur ses médiums et a fait 29 tours avec. Donc vraiment, dégradation des pneus optimisée du côté de Ferrari.
et un très bon rythme qui a fait qu'il a pu dépasser George Russell au tour 38, puisqu'il avait des pneus durs 9 tours plus frais que George Russell. Donc ça a vraiment fait la différence face à la Mercedes qui n'avait pas de rythme ce week-end. Donc voilà, premier podium pour Leclerc, c'est très satisfaisant et ça ne peut qu'être qu'encourageant pour la suite pour Ferrari. Ouais, il expliquait en cool room après la course qu'une fois qu'il s'est retrouvé dans l'air propre, en fait, ça a influé énormément sur la dégradation des pneus et puis que du coup il a pu gérer tranquillement la dégradation de ses pneus tout en continuant à performer et que ça lui a permis, comme tu l'as rappelé, de pousser sur les médiums. Toi, Quentin, enfin une Ferrari sur le podium. Bon, ça exclut Ça fait plaisir. Ça exclut un de tes pilotes Mercedes, mais je pense, tu me diras ce que toi t'en penses, mais que pour la bataille au championnat du monde constructeur, on va dire, et pilote, c'est intéressant. Très clairement. Alors après, je contrasterai un peu plus, notamment sur la dégradation des pneus. Et on voit l'avantage du clean air, en fait, pour Leclerc par rapport à son coéquipier Hamilton sur la Ferrari, qui on a vu sur tous les on-board, les pneus constamment rouges sur le dash. On voit beaucoup de surchauffe de ce côté-là. C'était un peu mauvais. Bon, c'était pas essayé dans cette situation, mais du mieux de la part de Ferrari. Ça commence à prendre en rythme. Un Leclerc un peu plus positif aussi dans ses propos, qui font plaisir à entendre. C'est peut-être le début d'une bonne lancée et d'un petit renouveau dans cette saison. Attention, on va pas tomber dans les déboires et à brusquer, pousser bébé dans les orties. Maintenant, quand même, très belle chose. Ça fait plaisir aussi de voir du rouge sur le podium. Au bout de ces 5 titres, n'oublions quand même pas la très belle performance de Lewis Hamilton qui gagne la course sprint à Shanghai. Mais ouais, merci les gars. Ça fait plaisir à voir. Des bonnes choses qui se débloquent. Et effectivement, en réglant ce problème en qualif, on va pouvoir commencer à aller chercher de meilleures courses. Autre performance qui nous fait sourire ici, c'est celle d'Isaac Hadjar qui termine 10e juste derrière les Williams. Derrière lesquels il a passé tout son deuxième relais. Il s'est retrouvé bloqué face à un jeu d'équipe de Carlos Sainz et Alex Albon. Pour rappel, Alex Albon était traîné par Carlos Sainz à qui on avait demandé de garder son coéquipier dans la zone DRS pour éviter justement qu'Isaac Hadjar ne remonte sur lui. Il y a Isaac Hadjar justement qui a très vite compris ce qui se passait devant lui et qui a réagi à ça au micro de Canal+ après la course. En DOP1, c'est pas facile. Quand je suis sorti des stands, j'ai vu les deux Williams devant moi, je savais ce qui m'attendait, donc pas de surprise. Ouais, les 2 premiers tours, après que je sois sorti des stands, j'étais en train de fondre sur Alex. Je me suis dit, je vais finir un P8, ça va être facile. Et après j'ai réalisé, j'ai compris. Et ça s'est pas fait, donc on aurait fait pareil de toute façon. C'est la chose qu'il fallait faire pour eux et moi je m'en moque, j'ai fait le meilleur. Isaac Hadjar qui était parti 14e sur la grille de départ et qui parvient quand même à ramener un point de l'Arabie Saoudite. Quentin, on peut dire que les Williams elles ont quand même bien joué à cette fin de course. Exactement. Et Williams, comme le dit Hadjar lui-même dans cette interview, très bonne stratégie. On appelle Carlos pour dire garde Alex dans ton DRS s'il te plaît. Ils font ça toute la fin de course, très bien joué. Le rythme est bon, pas d'erreur de la part d'aucun des 2 pilotes. Et il conserve Hadjar qui, oui, sûrement pas dû apprécier le move. Maintenant, comme il le dit, tout le monde aurait fait pareil. Extrêmement bien joué de la part de cette équipe qui a su jouer Team Spirit et malin. Un peu contrairement à une petite curie autrichienne qui n'a pas voulu autant assurer le tir et tenter une stratégie plus agressive. Ils ont été très bons, ça fait plaisir. Également plaisir de voir Hadjar dans les points et ça va être carré. Ouais, c'est bien pour Isaac qui récupère le point de la 10e place. Même si c'est cette fin de course frustrante, effectivement, bloqué derrière les 2 Williams. Il a fait un très bon départ, Isaac. Il est parti 14e seulement. Il a gagné 4 places dans le premier tour. Et il était parti lui aussi en stratégie décalée, comme Lando Norris en pneus durs. Il s'est arrêté au 34e tour pour chausser des médiums neufs. Donc c'est dommage qu'avec ces pneus médiums neufs, il n'ait pas pu se défaire des 2 Williams qui ont vraiment bien joué la stratégie d'équipe. Mais en tout cas, c'est un très bon point de prix et ramené d'Arabie Saoudite pour Isaac Hadjar et Racing Bulls. Moi je suis content pour Isaac, mais quand même pour Williams, moi je suis d'autant plus content dans le sens où j'aime voir ce genre de stratégie mis en place où tu sens que chez Williams on va tirer le maximum de ce qu'on a en piste, c'est-à-dire qu'on va tout mettre en œuvre, un peu à l'image de Haas l'année dernière en début de saison, qui optimisait absolument tout ce qu'il pouvait pour ne récupérer ne serait-ce qu'un point de chaque course. Ici pareil, on a joué en équipe pour permettre à Alex Albon de ne pas se faire rattraper et doubler par Isaac Hadjar qui lui avait le rythme, l'a dit, pensait pouvoir terminer devant les Williams assez facilement. C'est vrai qu'en 1 contre 1, on imagine qu'il aurait réussi dans ses œuvres. Mais Williams, c'est à saluer parce que, encore une fois, on en a assez peu parlé depuis le début de saison, mais
le travail que James Valls effectue depuis son arrivée il y a quelques années chez Williams est assez impressionnant. Et là, on a un Carlos Sainz qui commence à trouver ses marques, qui a fini en qualification devant son coéquipier pour la seconde fois consécutive, la seconde fois tout court d'ailleurs. Mais Williams qui marque quand même de gros points encore une fois. Et Williams qui est 5e force du plateau, 5e au classement constructeur avec 25 points. C'est le meilleur démarrage de Williams depuis 9 ans. Ils n'ont jamais inscrit autant de points lors des 5 premières courses depuis 2016. Donc c'est vraiment à saluer du côté de l'écurie britannique. Sachant qu'il y avait eu un gros passage à vide pendant 3 ans où vraiment il n'y avait aucun point marqué sur les premières courses. Quentin, ton analyse toi du début de saison de Williams? Bah, franchement, pareil, le travail entrepris depuis James Valve et de toute l'équipe Williams depuis quelques années commence à vraiment porter ses fruits. D'autant plus qu'on sait qu'ils misent l'entièreté de leur temps de développement sur la voiture de l'année prochaine. Mais c'est une bonne chose, pareil. Ils comprennent de mieux en mieux la voiture. Carlos Sainz prend en performance. Alex Albon aussi, du coup, est mécaniquement tiré vers le haut. Je pense que ça crée des émulsions positives pour tout le monde. Et de voir, par exemple, oui, des stratégies à l'image de celle-ci pour la course de Jeddah mises en place, des bonnes clés, des bonnes performances, des bons réglages qui vont à coup sûr aider le reste de la saison. Et si Williams peut s'améliorer crescendo tout au long de cette saison et surtout pour les années à venir, je pense que ça peut devenir un candidat sérieux, tout d'abord pour le midfield, et un peu plus tard, juste après, allez, pourquoi pas, éventuellement chercher des podiums avec une écurie déjà expérimentée pour la gagne et les podiums, ainsi que des championnats. Ouais, ce serait intéressant de voir Carlos Sainz ou Alex Albon monter sur la boîte avec Williams. Honnêtement, c'est une écurie qui mérite. On sait les galères par lesquelles elles sont passées ces dernières années. Donc ça va être très intéressant de voir si Williams va pouvoir franchir un gap et accrocher régulièrement des top 5. Et pourquoi pas profiter de certaines opportunités lors de certains Grands Prix et monter sur le podium quelques fois dans la saison. Pour revenir aussi sur les Français, il y a Esteban Ocon qui part 19e de cette course, qui termine 14e, qui avait démarré sur des médiums, mais qui au moment de la safety car était rentré dès le tour 1 du coup pour chausser des hards. Il a fait l'entièreté de la course sur ces hards. On pouvait se poser la question de savoir si c'était réellement pertinent de faire ce choix-là. Bon, ça n'a pas énormément payé. Ils attendaient d'autres faits de course pour espérer scorer des points. Et finalement, on manque de rythme sur l'ensemble du week-end. Inconstant sur l'ensemble de la saison. Encore une fois, pour Esteban Ocon, une course, c'est un des meilleurs pilotes qui arrive à scorer de gros points. Puis la course d'après, il est vraiment aux fraises. Et puis là, on a carrément demandé à Ocon de laisser passer son coéquipier au tour 40. Oliver Berman qui lui était sur des pneus beaucoup plus frais, donc compréhensible, mais voilà, en un mot, week-end encore une fois à oublier du côté d'Esteban Ocon. On enchaîne avec Pierre Gasly qui lui a connu un week-end encore plus compliqué. Voilà. Alors une course plus compliquée, le week-end était bien entamé, mais il a vu sa course s'arrêter dès le premier secteur dans le premier tour après un accrochage avec Yuki Tsunoda. Tentative de dépassement assez audacieuse de mon point de vue. Qu'est-ce que t'en penses toi, Baptiste? Alors déjà, avant de parler de la course, je voudrais saluer la très bonne qualif de Pierre Gasly qui s'est qualifié en 9e position. Sa 3e Q3 cette saison, la 2e consécutive après Bahreïn. Donc on sent qu'il y a de la perf dans l'Alpine et que l'Alpine peut régulièrement jouer le top 10. Et effectivement, tu l'as dit, Raphaël, ce crash malheureusement avec Yuki Tsunoda au virage 4. Les deux qui arrivent quasiment au coude à coude au virage 4. Et Gasly est à l'extérieur mais laisse un petit peu de place à Yuki Tsunoda, malheureusement pas assez pour que les deux ne s'évitent pas. Et Yuki Tsunoda qui accroche la roue arrière gauche de Pierre Gasly, les deux malheureusement qui finissent dans le mur. Cette vitesse-là, c'était compliqué dans le premier secteur. Moi, j'ai trouvé ça vraiment, comme je l'ai dit, très audacieux, sachant que à côté de ça, bon, lui, il en sert, mais tu as un Yuki Tsunoda qui est dans une Red Bull qui connaît encore un peu mal et qui est très compliqué à manœuvrer, mais je suis même pas sûr que dans la Racing Bulls Yuki Tsunoda arrive encore une fois à redresser la voiture pour laisser de l'espace. Je veux dire, à un moment Yuki il frôle le mur complètement sur sa gauche et essayer de repartir, mais voilà, est-ce qu'il y a vraiment un responsable? Je suis pas sûr. Il y a un fait de course peut-être. Pour moi c'est plus Tsunoda quand même, parce que Gasly a quand même... t'es plus sur Tsunoda. Si tu regardes bien les caméras embarquées, Gasly a une demi-longueur d'avance de voiture sur encore une fois, il est à l'extérieur. Ouais, mais il est devant, il a une demi-longueur d'avance devant. Donc dans ce cas, on retourne dans le débat qui est là depuis plusieurs années, à savoir comment on fait pour les dépassements à l'extérieur. Pour moi, Tsunoda doit lâcher. En plus, Tsunoda, il le sait que c'est un virage très serré où il y a le mur sur la gauche. Donc pour moi, Tsunoda doit lâcher et doit laisser passer Pierre. Alors, effectivement, c'est l'esprit de la course. Effectivement, on se bat pour des positions. Donc c'est sûr que dans le feu de l'action, il a évidemment pas raisonné comme ça. Mais pour moi, s'il y a un fautif plus qu'un autre, c'est plus Tsunoda quand même. Ok, moi je partage pas du coup cet avis. Toi, Quentin, qu'est-ce que t'en penses?
Bah, très clairement, je pense, fait de course, indéniable. Et en soi, malheureusement, parce qu'on a un peu chauvin dans le coin, on ne peut pas vraiment déterminer de responsable. C'est un fait de course, tout se passe très vite, qui plus au départ où tout est très speed, il y a des voitures partout, c'est compliqué. Certes, manœuvre audacieuse du Pierre Gasly. Maintenant, très malin de la tenter, il a laissé la place qu'il faut, c'était très bien amené. Yuki, lui, bah, voit pas forcément, sous-estime un peu son ouverture de volant. Bon, bah, malheureusement, ça termine au tas pour les deux voitures. En plus, Tsunoda abandonne aussi. Donc je pense que c'est le premier déçu de sa manœuvre, en plus de planter la course du Français. Maintenant, oui, fait de course, pas grand-chose à rajouter, ça arrive, Dieu merci déjà, un, tout le monde va bien, deux, c'est pas un immense crash et qui n'a pas connu d'autres voitures, pas un gros carambolage. Donc clairement, à la fin, fait de course, très malheureux, surtout pour Pierre Gasly. Et ouais, tu le donnes un peu responsable, peut-être, on le sait sous pression, il a besoin de performer avec sa Red Bull. Ce deuxième baquet a besoin de fonctionner. Donc il a peut-être, oui, été un peu plus agressif. Maintenant, je pense pas qu'on puisse déterminer des responsabilités, non. Ok, merci Quentin. On rappelle le premier crash pour Pierre Gasly depuis plus d'un an. Il me semble que la dernière fois que c'était arrivé, c'était en Hongrie 2023, où il avait été l'un des, l'une des victimes de l'erreur de Guan Yu Zhou à l'époque, qui avait bousculé Daniel Ricciardo, qui était rentré dans Esteban Ocon, qui était monté sur la monoplace de Pierre Gasly. Les deux Alpines au tapis dès le premier virage sur cette course-là. Il avait passé l'entièreté de la saison 2024 sans dégâts, en tout cas sans casser quoi que ce soit sur la monoplace. Le seul pilote de la grille à avoir réussi cet exploit, quand même 0 € de dégâts sur 24 Grands Prix, c'est quand même colossal. Voilà, et donc, Le mec était très très bon. toujours est-il qu'un an et demi, un peu plus d'un an et demi sans crash pour le pilote français. Fin de série pour lui malheureusement. Et puis on espère le voir performer dès le prochain week-end de course à Miami. Maintenant, on sort d'un triple header, le premier triple header de l'année. Moi, j'aimerais vous entendre sur qui ressort gagnant de ces trois courses, qui a plus sombré. Juste avant de vous entendre, moi je vais vous partager mon regard sur celui qui est pour moi le perdant de ce triple header malgré ses bons résultats. C'est Lando Norris, le Britannique, qui termine 2 fois sur le podium et puis 4e hier en Arabie Saoudite, donc P2, P3 puis P4, mais qui perd la tête du championnat du monde et qui mentalement peut-être a reçu un gros coup. Quentin, toi, justement sur ce triple header, qui est-ce que tu voudrais mettre en évidence ou au contraire pointer du doigt? Alors, mise en évidence, on va contraster l'Oscar Piastri, clairement masterclass de ce triple leader. Le gars est chirurgical, ça fait plaisir, rapide, efficace, tout ce qu'on aime. Max Verstappen aussi, dans une certaine mesure, montrer de très belles choses avec sa Red Bull. Des performances prometteuses pour la suite. Et comme on l'a dit l'épisode précédent, pourquoi pas aller mettre un peu le bazar dans cette bataille au championnat. Et ensuite, pour des petits flops, Lando Norris, bien entendu. On voit qu'il a perdu beaucoup, surtout en termes de mental. À voir comment redresser ça. Et Liam Lawson, parce qu'on savait que chez Red Bull, c'était pas facile. Mais malgré sa relégation au baquet RB, bah, pas forcément de meilleures performances alors qu'il connaît déjà le véhicule. Donc, bah, à voir ce que ça pourra apporter pour la suite. Sous peine de quoi, il va commencer à avoir sa place en F1 qui est un peu menacée. Baptiste, tu partages cet avis? Alors, je voulais effectivement parler d'Oscar Piastri et Lando Norris, mais je vais éviter de répéter ce qu'a dit Quentin. Moi, de mon côté, mon top de ce triple header, c'est clairement Max Verstappen qui m'a impressionné, notamment en séance de qualification. Il a été auteur d'un tour exceptionnel au Japon, auteur d'un tour exceptionnel encore ce samedi à Jeddah. Il vole la pole à Oscar Piastri pour 10 millièmes seulement avec une voiture inférieure en termes de performance. Donc vraiment impressionné par le niveau de pilotage de Max Verstappen et il n'est peut-être pas le favori pour cette année, mais en tout cas, il sera un sérieux concurrent jusqu'au bout et qu'il ne faudra surtout pas écarter de la course au titre. Et mon flop, malheureusement, c'est plutôt Lewis Hamilton. Lewis Hamilton qui est clairement en deçà des performances et des espoirs. Malheureusement, on le voit, il est assez loin de Charles Leclerc en qualification. Il était encore à plusieurs dixièmes samedi. Hier, il termine seulement 7ème. Une course dans l'anonymat, malheureusement, à part sa bataille avec Lando Norris, on l'a pas beaucoup vu. Donc voilà, j'espère que Hamilton va pouvoir vite se reprendre et tirer des enseignements. Mais pour l'instant, c'est ma déception de ce début de saison et de ce triple header. Bah merci les gars pour votre regard sur ça. Des avis différents notamment pour Baptiste, mais que je rejoins notamment sur Lewis Hamilton. Baptiste, est-ce que tu peux nous faire justement un petit point sur les différents classements avant qu'on conclue cette émission, s'il te plaît? Et puis après, on pourra se quitter dans la bonne humeur. Le petit point classement pilote avec Oscar Piastri, le nouveau leader du championnat du monde, le premier Australien leader du championnat de F1 depuis Mark Webber en 2010, avec 99 points. Il devance son coéquipier Lando Norris, qui est deuxième avec 89 points.
Max Verstappen est 3e avec 87 points, suivi de George Russell 4e avec 73 points. Charles Leclerc est 5e, suivi de Kimi Antonelli et Lewis Hamilton. Alex Albon est 8e, Esteban Ocon, premier français, est 9e avec 14 points. Et Lance Stroll est 10e, il ferme le top 10 avec 10 points. Les autres français, Pierre Gasly est 11e avec 6 points et Isaac Hadjar est 14e avec 5 points. Du côté du classement des constructeurs, toujours McLaren, solide leader avec 188 points, suivi de Mercedes, 2e avec 111 points. Red Bull Racing est 3e avec 89 points, suivi de Ferrari qui a 12 points de retard sur Red Bull, ils sont à 78 points. Williams est donc 5e avec 25 points, suivi de Haas, Aston Martin et Racing Bulls. Enfin, Alpine et Kick-Sauber ferment la marche et sont tous les deux 9e ex-aequo avec 6 points. Merci beaucoup Baptiste. Merci aussi à toi Quentin d'avoir encore une fois participé à ce podcast. On se retrouve dans 2 semaines du côté de Miami pour le prochain rendez-vous de Formule 1, en espérant encore une fois voir des performances se rapprocher, un petit peu plus de bataille pour la victoire. Tu penses qu'on va croiser Will Smith, Raphaël ? Bien sûr qu'on va croiser Will Smith et j'espère qu'on ne croisera pas que Will Smith. J'espère bien aussi. Bon, merci beaucoup messieurs et puis à bientôt. Salut. Allez, à bientôt à tous. Salut. Bisous, bisous.